Cette semaine, on adresse la chaude lutte générationnelle entre la Gen Z et les milléniaux. Et on s'intéresse à la nouvelle tendance masculiniste de l'heure, se couper les cils pour avoir l'air plus viril. Puis on accueille le cinéaste Jules Falardeau pour parler de son reportage sur un groupe de métal qui milite contre la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Bienvenue au Balado Urbania où chaque semaine on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi c'est Gab et je suis Cire d'Aigle, ascendant Serpentard. Moi c'est Malia et je suis Florence avec des yeux verts. Oui, vous l'aurez compris. Exceptionnellement cette semaine, Malia remplace Florence à la co-animation du Balado. Donc merci Malia Merci d'être à là. toi. Je suis très contente que je ce suis soit très toi. contente de prendre la place de Flo. Hihi. Puis ben cette semaine, je vais commencer avec ma chronique. Dis-nous tout. J'y vais. Vas-y. Paresseux, centré sur nous-mêmes et chialeux, voici des adjectifs que les boomers ont utilisés pour décrire ma génération, les milléniaux, ou les millénarios, comme on dit à Radio-Canada. La Gen Z, elle, préfère nous qualifier de totalement cringe. Parmi la longue liste de choses associées à notre génération qu'elle a ouvertement moquée sur TikTok, on note les jean tie hautes, comme je porte en ce moment, le side part et les restos en bois avec des luminaires industriels, vestiges d'une époque où The Lumineers était l'artiste préféré de presque tout le monde. Bref, à les entendre, on est complètement dépassés. Cette semaine, dans son infolette Airplane Mode, la journaliste Liz Plank avance un argument assez intéressant. La Gen Z ne nous déteste pas. Elle regrette simplement de ne pas avoir connu notre âge d'or. Si je résume, l'argument, c'est « sont juste jaloux ». C'est le fameux argument. Mais c'est vrai que même si on est tous des anxieux notoires, nous, les millénarios, on a quand même vécu la belle époque où Internet était un espace de liberté et non un outil de monétisation. On pouvait publier une photo tout croche sur Instagram et surtout sur Facebook sans avoir peur que notre patron tombe dessus, ou se créer un skyrock sur Justin Bieber pour le fun, sans avoir peur que ça nous retombe dessus 10 ans plus tard. On a aussi vécu la troisième vague du féminisme, porté le mouvement MeToo et connu l'époque de la Buzz Girl, au temps où être une femme carriériste était valorisée et non pas normalisée. D'ailleurs, puis ça c'est intéressant, notre génération est aussi la première de l'histoire politique occidentale à ne pas être devenue plus conservatrice en vieillissant. On croyait au progrès politique, c'était l'époque Obama, après tout, avant que le cynisme s'installe. Les générations X et Boomers, elles, ont eu tendance à virer vers la droite en vieillissant parce qu'elles atteignaient des nouveaux statuts socio-économiques, genre propriétaires ou super riches. Sauf que les milléniaux n'ont jamais eu accès à la propriété, leurs finances vont moyen et toutes les institutions autour de nous s'écroulent. Hey, fun times. Les Gen Z nous trouvent peut-être losers, mais en même temps, je me demande s'ils ne sont pas tout simplement écrasés par le poids du climat social et économique actuel. On dit tout le temps que les boomers nous ont tout pris puis qu'ils nous ont rien laissé, mais peut-être que nous aussi, on a eu plus que la Gen Z. Ouais. Je t'écoutais, ça me rendait nostalgique. C'est vrai que j'écoutais moi. C'était Hey Ho, la chanson. Hey Ho, la chanson Des Lumineers. Ouais. Mais c'est vrai que vivre sous l'ère d'Internet, c'est compliqué. Comme il y a vraiment une sorte de pression que nous, on n'a pas forcément eu. Peut-être qu'on a une pression différente et d'autres canaux, mais comme vivre à l'ère où tout est monétisé, mais tout est public, tout est hyper visible, et puis il y a comme un droit à l'erreur que peut-être nous, on avait un peu plus. Tout reste, là. C'est ça, tout reste, tout a une trace, puis comme tu peux plus être aussi libre et aussi cringe que tu l'étais peut-être quand t'étais dans les années 2010, 2013, 2017. Toutes les plateformes dont on parle en plus, genre maximum, MySpace, Skyrock, là, des Ouais. plateformes que nous, on utilisait quand on était ados, mettons, ont toutes fermé. Donc, moi, j'ai comme le soulagement là, que tout le contenu que j'ai fait sur ces plateformes-là a disparu. Là. Parce que tu y étais, mais vraiment juste pour toi, pour t'exprimer. Puis il n'y avait pas cette espèce de tu sais, comme si tu as conscience que t'es regardé et que t'es épié à tout moment. J'ai l'impression qu'on vit dans ça, en fait, dans cette espèce de surveillance permanente mentale. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, comme le fait d'être sur les réseaux sociaux tout le temps, j'ai l'impression qu'on ne peut plus totalement être nous-mêmes et on ne peut plus se découvrir nous-mêmes. Mais moi, je sais que sur Tumblr, ce que je rebloguais, c'était vraiment... J'ai oublié Tumblr, on dirait que tu m'en parles, puis j'ai comme eu un flashback comme dans That's So Raven. Raven. De comme Sky Ferreira, Charlie XCX, puis des quotes du genre... Ah oui, moi aussi, j'avais des quotes. Only God can judge me. Et puis j'y croyais. Moi aussi. J'étais dedans, j'étais dans ces... Comme je voyais ces phrases, je me dis, bah oui, Only God can judge me. C'est ça que...
Liz Plank disait dans son infolette, elle parlait aussi du journalisme, là, parce qu'elle a vraiment évolué dans ce journalisme à l'espèce d'époque, tu sais, BuzzFeed, Vox, le Golden Age aussi des médias numériques, là, un peu comme Urbania, ou comme tout était possible. Avec les réseaux sociaux, il y avait énormément de clics. Fait que tout ce que tu faisais était très lu, très consulté. Ça, tout était à construire, en fait. Enfin, tu pouvais avoir ton propre espace, comme être jeté dans la vie réelle. Puis comme réinventer te créer les médias. c'est ça, ouais. Puis là, on peut plus. Ben, on dirait ça que là, c'est comme la nouvelle ère des médias. Puis là, ça s'est un peu écroulé aussi, sans crise des médias. Avec C18 ici, on le vit énormément. Là. Il y a les milliers de clics par texte. C'est plus une réalité que les médias connaissent maintenant à cause du blocage sur les réseaux sociaux. C'est optimiste, tout ça. Non, mais c'est ça, je pense, l'idée. Puis il y avait aussi cette idée-là qui était... que j'ai lu dans ce texte-là qui parlait de la Instagram Face. Tu sais, l'idée que nous, nos modèles de célébrités, oui, il y avait énormément de problèmes avec les magazines féminins. Je connais Instagram Body, mais pas Face. C'est quoi? OK, mais l'Instagram Face, c'est genre Kylie Jenner. Oh, chirurgicalement, OK. Ouais. Mais tu sais, l'accès aux traitements médico-esthétiques, là, genre le Botox, les fillers, ça a fait en sorte qu'il y a un certain type de visage qui s'est popularisé sur les réseaux sociaux, puis uniformisé. Puis la plupart des célébrités, maintenant, ils ont toutes aussi, mettons, les dents refaites. Là. Tout le monde a les mêmes dents, alors que les célébrités de quand on était plus jeunes, nous, il y avait tous des visages un peu différents. Il y avait moins de comme tout le monde avait les mêmes pommettes, tout le monde avait les mêmes lèvres, puis tout le monde avait les mêmes dents. On est tous, tout le monde avait les mêmes dents, ben oui, le bon vieux temps. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on est tous victimes du même phénomène et que même les personnes qui ont recours au Botox, etc., comme on est tous victimes des mêmes standards. Et puis, j'ai cette histoire en tête, tu as dû l'avoir passée avec Millie Bobby Brown, qui est l'actrice principale elle joue Eleven dans Stranger Things. Ouais. Et elle en tout cas, je sais pas si elle s'est fait des fillers ou pas. Elle a une nouvelle spéculations sont très, c'est ça. Mais elle s'est fait harceler pour ça en fait. Mais comme j'ai l'impression que c'est pointer du doigt la mauvaise personne que de dire Millie Bobby Brown a l'air d'avoir comme 40 ans alors qu'elle a la vingtaine. Et puis comme vraiment partir dans des sortes de campagnes de bullying alors que peut-être que comme nous tous, elle est pas victime mais comme elle croule sous le poids en fait de justement cette pression d'avoir la Instagram face, d'avoir comme le Instagram body. J'y reviens en fait parce que c'est vraiment ce que j'ai connu de mon temps, tu sais, genre avec Kim Kardashian qui était genre le modèle de corps à avoir, puis maintenant ça a changé, c'est comme héroïne chic. Ozempic era. C'est ça, c'est comme, tu sais, faut toujours keep up, puis c'est lourd déjà en tant que nous, humains, mais comme en tant que célébrité, Millie Bobby Brown qui est jeune et qui est comme nous susceptible à toute cette... qui vit dans l'œil du public aussi. Elle n'est pas meilleure ou plus faible que nous, en fait, comme elle vit la même chose qu'on vit. Ce qui était la fin de ma... J'essaie de trouver une façon... joyeuse. Ben, je pense que ça m'a juste fait de la peine en fait de lire tout ça parce que on dirait que moi aussi j'avais ce discours-là de les boomers m'ont tout pris. Puis j'étais là, finalement, c'est quoi? C'était peut-être pas super ma génération. Puis les pauvres jeunes d'aujourd'hui. C'est recul qu'on se rend compte que... quand on se compare, on se conçoit. De notre temps. Et ben, à toi, Malia? À moi, écoute, je vais parler... Je suis tellement intéressée par ton sujet. De mascara, ou du moins de l'effondrement de l'industrie du mascara du tout. Oyez, je suis ici pour vous annoncer que les critères de masculinité ont changé. Et je le fais même en rime pour ne pas trop vous faire paniquer. Parce qu'on est quand même sur un grand changement. Avant, pour être un vrai homme, selon les critères énoncés dans toute manosphère qui se respecte, il fallait avoir 6 abdos symétriques, une mâchoire carrée, un regard ténébreux, puis un lexique de phrases séductrices à sortir en première date du type c'est quoi ton body count, ce genre de choses qui vraiment séduisent, il faut le dire. Puis maintenant, le summum de la virilité a changé parce qu'un vrai homme doit désormais, roulement de tambour sur mes cuisses, avoir des cils minuscules. Et oui, des petits cils, vraiment, on ne doit pas les voir. On doit les voir quand même pour savoir qu'ils sont là, mais comme faut pas qu'ils soient trop là. Parce que plus les cils sont longs, sont courbés, plus on a des yeux de biche, plus ça les rendrait un peu trop féminins.
source les physionomistes de TikTok. Puis TikTok. C'est ça, rien d'étonnant en fait que ça vienne de TikTok parce que tout désastre commence par TikTok, comme chacun sait, y compris celui-ci qui a débuté avec une vidéo qui a été virale où on voit un homme qui se fait raser les cils par un autre homme pour être lui aussi un homme. Bref. En plus, c'est un moment de bonding masculin. C'est vraiment un moment de fraternité comme on les aime. Puis la vidéo a été reprise par des créateurs de contenu qui ont affirmé que voilà, c'est la nouvelle trend, comme maintenant se raser les cils, c'est comme la nouvelle tendance masculiniste pour paraître plus viril. Puis vraiment, ça s'est répandu, traîné de poudre sur toute la plateforme. Puis moi, je l'ai vu sur Instagram, donc comme tu sais, ça a quitté TikTok pour ça, a voyagé. Puis bon, j'avoue être tombée 13 secondes de trop dans le panneau parce que après quelques petites recherches, hélas, il s'avère que, roulement triste de tambour cette fois-ci, ce n'est pas vrai. Hein. C'était une parodie? En fait, le doute... Allez, 10% de doute subsiste parce que quand on voit la vidéo source de toute cette conspiration ciliaire, en fait, on voit aucun agenda masculiniste. Peut-être que c'est juste une vidéo Facebook vraiment poussiéreuse de juin 2017 sur la page d'un barbier qui était spécialisé en rasage de cils. On ne sait pas. Mais c'est pas si étonnant que ça ait pris en fait de l'ampleur parce que c'est pas la première croyance populaire masculiniste un peu coco-dingo qui toucherait la surface du net. On a tous vu les coachs pour mâles alpha en devenir qui déclaraient que si tu te lèves pas à 4h du matin pour t'immerger dans un bain glacé à 4h02, tu n'es pas un vrai homme. Donc, tu te prends pas en main. C'est ça. De fil en aiguille, je comprends en fait qu'on soit un peu tous tombés dans le panneau parce que je pense même que ça va être une prophétie autoréalisatrice et que dans 3 mois, les gens vont commencer à se raser les cils. Je sais pas comment toi tu vois cet avenir. On dirait que tu en avais parlé à notre réunion éditoriale d'équipe lundi matin, puis j'y ai cru, là. T'as suivi mon parcours, ouais, on y a tous cru. C'est qu'on dirait j'étais presque il y a déçue. tellement des positionnements extrêmes que moi, je me disais, au final, ça fait du sens. Ils veulent tellement avoir l'air homme, puis ils trouvent que des cils, c'est trop long. Tu sais, il y a une espèce... Là, on parle beaucoup à ce podcast, en fait, de la crise de la masculinité, puis on est en plein dedans. Là. Ouais. C'est ça, puis on dirait... C'est triste qu'on y ait cru, mais en même temps, comme tu dis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gars, à quelque part, qui se dise « Pas fou, moi le faire », tu sais. Ouais. Ouais. Non, mais c'est souvent ça, en fait, sur un malentendu, on entame comme un phénomène, puis ouais, comme tu le dis, on parle de masculinité ou de masculinité toxique, parce que la masculinité en tant que telle, il n'y a rien de mauvais, mais quand elle devient toxique, eh bien, c'est toxique, parce qu'on est en plein dedans, puis comme j'ai l'impression qu'avant, tu sais, un exemple bateau, mais quand on parlait d'Andrew Tate, par exemple, comme c'était vraiment de l'ordre de « Oh, waouh, Andrew Tate », comme vraiment, c'était un tabou, c'était quelque chose de presque... tu sais, on en parle un peu en chuchotant, tu vois. Ouais. Puis maintenant, c'est un discours qui est complètement banalisé. Enfin, la fois dernière, j'étais tombée sur un podcast vraiment jumpscare où... je sais plus ce qui a été dit, mais quelque chose du genre oui, les femmes sont un peu presque l'animal de compagnie de l'homme, et puis c'est la propriété légale de l'homme. Ça, c'est comme du discours d'Andrew Tate, mais regurgité, format comme 30 secondes pour que ce soit une sorte de soundbite que tu puisses exporter sur TikTok et sur en Reels Instagram. En fait, ça s'est démocratisé, puis t'es genre, qu'on le veuille ou non, on regarde tous les États-Unis, puis on regarde qui est à la tête des États-Unis, c'est Donald Trump, comme le même Donald Trump qui était comme grab him by the pussy. Comme, en fait, tout est lié et on ne peut que revenir à ces sujets-là parce qu'on plonge, on est plongé plutôt, on est noyé plutôt dans cette atmosphère-là, en fait, dans la conséquence de cette atmosphère. On dirait que ça me fait penser qu'il y a tellement de... Tu sais, justement, on parle de Donald Trump en ce moment, il y a tellement de choses qui sortent de ce gouvernement qui ont l'air d'une parodie ou qui sont tellement exagérées que tu te demandes si c'est vrai ou si c'est du deepfake ou non. Que quand tu vois d'autres contenus comme celui-là, c'est sûr que tu finis par y croire parce que tout est devenu... On dirait que c'est comme méta, genre. C'est ça. Tout est devenu tellement exagéré que... Puis il n'y a plus de fact-checking sur Meta, donc tu es obligé de faire ton propre fact-checking. Oui, c'est vrai. Tu as fait tes propres recherches, Malia. Félicitations. Oui, c'est ça. J'ai fait le travail que... J'ai fait mon travail, en fait. Est-ce que tu as trouvé d'autres tendances du genre d'hommes qui veulent valoir plus masculin? À part le sport, là, parce qu'il y en a aussi ici des coachs là, de mise en forme d'hommes. Là. Je n'ai vu un l'autre fois qui disait « Si tu vois pas ta graine quand tu pisses, ça ta bedaine est trop grosse, va t'entraîner. » Hey. Goals.
Bah, tu sais, t'en avais parlé la semaine dernière, enfin, à l'épisode de la semaine dernière, tout ce qui est lubie alimentaire, comme en ce moment, il y a comme une... Ah oui, de l'extrême droite. C'est ça, mais même ça sort de l'extrême droite, en fait, comme il y a une sorte d'obsession un peu bizarre avec la composition des éléments, des aliments plutôt. C'est toujours bien de savoir ce qu'on mange, mais oui, avec regarder ce qu'on mange et dire que la vitamine A est nocive pour le corps, et puis la vitamine... En fait, on refait la science, et on refait, avec cette science refaite, comme une sorte de... Je sais pas, genre, on refait nos assiettes en disant ça, c'est une bonne assiette, ça, c'est une assiette qui vous rendra homme, qui vous rendra fort, qui vous rendra... En fait, chacun peut faire sa science comme moi, je peux me lever et dire que, bah, on va tous manger des Kinder Bueno, et c'est ça qui va... genre... Si tu faisais un TikTok là-dessus, il y aurait peut-être... Pour vrai, c'est ça, ça me fonctionnerait. Faudrait faire une expérience sociale, je vais gaslighter je tout mange, le monde. l'autre fois, en fait, hier, là, je finirai là-dessus. Hier, j'ai vu une fille qui buvait de l'huile d'olive en shooter. Oh non, non. Puis elle disait, comment j'ai perdu 20 livres? Puis c'est elle qui boit des shooters d'huile d'olive. Tu te dis... OK, tu sais. Mais exactement ce genre de contenu, là, c'est ça. C'est que je te dis, est-ce que c'est une parodie ou est-ce que c'est vraiment sa diète? Si c'est sa diète, pourquoi, tu sais, c'est ça. Cette fille doit avoir genre, des soucis digestifs. Là. Mais c'est à nous de gérer notre esprit critique pour déterminer, mais c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus dur, en fait, parce que on n'a plus une sorte... Il n'y a jamais une vraie vérité, enfin, une seule vérité, mais comme ça, il y avait comme une sorte de garde-fou, puis là, vraiment... Mais je pense que c'est le tip of the iceberg, c'est ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres de contenu où tu te dis, est-ce vrai, est-ce une parodie, à quoi j'assiste, et bien, pauvre Gen Z. Mais je pense qu'on aura plus d'exemples macabres et ciliaires. La fin de l'année. La controverse ciliaire, j'adore. C'est ça. Est-ce que c'est le moment où on accueille un invité? Roulement de tambour. Cette semaine, on rencontre Jules Falardeau, cinéaste, pour parler de son reportage sur le groupe métal Guntway qui utilise sa musique comme levier politique contre les ravages de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Et Jules, tu peux venir t'asseoir. Je te laisse mon micro. Ah, je m'étais... Moment transition. Merci, Jules, d'être là. Ça fait plaisir. Il était assis Merci sur le sofa à côté. Il nous attendait. Correct. Jules travaille avec nous, avec Urbania, à l'occasion, pour présenter des reportages plus format long. Puis moi, je me demandais d'abord comment tu as entendu parler de ce groupe-là. Puis tu parles particulièrement au groupe métal, mais aussi au chanteur, là, Simon Turcotte, qui a comme un parcours particulier. Qui t'a mis en relation avec ce gars? En fait, j'étais au festival de Rouyn-Noranda, puis un des soundmen de la soirée, il vient me voir, puis il dit « Écoute, voici l'album, c'est notre groupe. » À ce moment-là, il était juste deux. Et il dit le chanteur a travaillé à la fonderie, il a eu des tumeurs et il s'est fait amputer d'une jambe. Et c'est le résultat de sa musique, voici ce que c'est. Puis moi, j'avais suivi beaucoup l'histoire de la fonderie Horn. Puis là, je vois l'album s'appelle Glen Corruption. C'est déjà quelque chose en partant pour m'interpeller. Fait que j'ai commencé à m'en aller suivre, puis il y a eu tout un scandale, en fait, l'année dernière, quand ils avaient été bookés dans un festival à Rouen qui s'appelle Alien Fest, et ils ont été déprogrammés parce qu'un des commanditaires était un client de la fonderie. Et finalement, le festival n'a même pas eu lieu. Mais ça fait l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que tous les médias se sont mis à parler de censure puis de ce climat de peur et de silence qui règne à Rouen autour de la fonderie. Donc eux, ça les a propulsés, puis moi, je le suivais déjà à ce moment-là, puis à un moment donné, j'ai approché, puis j'ai dit « Est-ce que ça t'intéresse? Je viendrais faire quelque chose avec vous à Rouen pendant que vous êtes en train de travailler sur votre prochain album. » Fait que voilà. Puis tu sais, lui, c'est ça, il y a eu son cancer, il y a eu une amputation de la jambe, ça a été très long, sa maladie aussi, puis on sent que sa musique aussi, ou son parcours artistique, c'est comme une genre de vendetta, là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Ben, c'est quoi? Dans un sens, il peut pas lier légalement et directement sa tumeur, ses tumeurs et son cancer à son travail à la fonderie. Donc, tu sais, veut pas... Il y a peut-être un peu de ça, mais d'un autre côté... C'est conséquent aussi quand tu t'intéresses à comment Glencore agit, comment la fonderie pollue dans un sens, puis toutes les absurdités environnementales. Je vais donner un exemple. Il y a des normes genre de contaminants à ne pas dépasser pour certains produits, que ce soit l'arsenic, le nickel, etc.
Mais la fonderie a un droit de polluer, qui avait un droit acquis de polluer, je pense que c'est, je veux pas dire les chiffres, là, pas me tromper, mais je pense que c'était jusqu'à 25 fois au-dessus, juste pour l'arsenic. Puis là, tu te dis, ben, en fait, puis le pire, c'est que c'est pas juste Glencore et la fonderie, c'est que le Journal de Montréal avait fait un dossier là-dessus. Il y a 89 entreprises qui ont des droits de polluer au-dessus des limites de différents contaminants. Fait que tu dis, en fait, ces lois-là, c'est fait pour qui, tu sais? C'est une fausse norme, un peu. Ben, je veux dire, c'est pour la personne qui a une PME ou toi dans ta cour pour pas que tu brûles l'arsenic, mais toutes les compagnies qui polluent ont des droits de polluer au-dessus, tu sais. Fait que lui, je pense que c'est, en fait, peut-être juste pour mettre sur la map le fait que les gens de Rouen sont pris avec ce problème-là, tu sais, qui, dans un sens... C'est une espèce de problème double parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça, oui, mais la population qui habite là se fait empoisonner. Ben, c'est ça, il parlait de beaucoup dans le reportage de censure et d'omerta là, face à la fonderie à Rouen, comme si personne ne pouvait en parler, puis lui qui faisait partie peut-être d'un groupe de dissidents, là, est-ce que c'est vraiment le cas? Ben, c'est qu'en fait, comme partout, ces compagnies-là font exprès pour devenir un peu un citoyen un corporatif dont on peut pas vraiment se passer, tu sais. Et pas juste au niveau des emplois, mais de financer l'aréna, de financer le théâtre, de financer des trucs de culture, on finance des festivals, on donne des... Fait que là, après ça, tu sais, lui, il dit, moi, j'ai pas... Dans un sens, c'est comme s'ils lui ont déjà pris... Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire de plus, tu sais? Alors, il n'y a pas cette peur-là, mais je sais que d'autres artistes, probablement à Rouen, vont éviter de toucher ce sujet-là, sinon tu es bloqué à tel endroit, sinon on va te... C'est comme ça que ça fonctionne un peu. Moi, lui, c'est qu'il y a un peu l'énergie du gars qui a tout perdu, là. Genre, j'ai plus rien à perdre. Qui a pas peur de... Je pense pas que c'est exclusivement ça. Je pense que, dans le fond, il a trouvé sa niche aussi en... Je veux dire, c'est... quelque chose d'inacceptable. Puis moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'ils se servent ils se servent de leurs modestes moyens qui sont une guitare, une console de son, une bass, un studio. Puis ils attaquent, tu sais, je veux dire, je veux pas Glencore, ils font autour de 200 milliards de profits annuellement. C'est gigantesque. Puis je peux pas dire que le groupe nuit à Glencore, mais dans un sens, c'est quand même une genre de mini-épine dans leurs pieds, tu sais. Puis il y avait quelque chose que je trouvais intéressant là-dedans aussi, que c'était du métal engagé. C'est quand même rare, je pense. Je ne suis pas une experte en métal, mais... je suis pas un expert de la scène métal non plus. Moi, c'est ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement ça, ce discours-là, comment il dit lui-même, tu sais, un projet incendiaire et sans compromis. Je pourrais pas te dire, en fait, comparé à d'autres groupes métal, mais j'ai l'impression que globalement, dans la musique aujourd'hui, on a moins accès à de la musique engagée à ce niveau-là. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus des fois la musique punk ou le rap qui va être plus engagé que... Mais il y a un côté anti-système quand même dans le métal, comme je pense pas que j'y connaisse plus que toi non plus, mais comme je sais que je situerais exactement comme le rap, que je m'y connais plus, puis et encore tu sais le rap un peu old school, mais comme le métal, j'ai l'impression que c'est l'un des rares genres restants où il y a vraiment ça qui est au cœur en fait de l'essence en fait du genre. Et on se tourne vers toi, Jules. Moi, je te dis, j'ai le feeling qu'en général, la musique est moins engagée aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, que ça a déjà été dans le passé. Puis je parle pas que du métal, je parle en général. J'ai pas fait d'études sur le cas du métal, mais je sais pas, moi, c'est le cas qui m'intéressait, c'était Guntoy. Puis je trouvais ça le fun, leur dynamique de groupe aussi. Tu sais, une petite Française de 25 ans qui est venue étudier à Rouen, puis est rendue guitariste pour Guntoy. Puis c'est comme leur dynamique de groupe. Tu sais, t'as comme un leader, t'as l'autre qui est le côté vraiment travailler les sons, tu sais, tech de son, qui gère le studio et tout. T'as le drummer qui vient d'Amos, puis t'as le leader qui est comme la face du groupe avec son amputation. Puis Simon Turcotte, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant et qui a un sens de l'humour aussi. Puis c'est quelqu'un qui est, je pense, assez lucide. Mais moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant, en fait, d'avoir un personnage comme ça.
Ben moi aussi, on dirait que c'est ça qui transparaissait dans ton reportage, c'est qu'il avait l'air quand même lucide. Il est très articulé, là. Il est pas fâché, il est pas genre, comment dire en français, là, mais aveuglé par sa colère, ou il a l'air de savoir vraiment où il s'en va avec sa démarche, il comprend qu'est-ce que ça implique, puis il a son message à passer, puis il avance, tu sais. Ouais. C'est quand même vraiment inspirant. Ben, puis il veut pas, il gère aussi tout le côté booking. Tu sais, c'est un groupe, c'est des groupes indépendants, là, fait que... Puis ils sont... Tu sais, quand j'ai dit groupe métal de l'heure, moi, je suis pas la scène métal, mais veut pas, ils ont le vent dans les voiles, ils ont gagné album métal de l'année au GAMIC, ils sont invités dans plein de podcasts, dans plein de shows, dans plein de festivals. Puis, un des affaires super intéressantes, c'est qu'il dit, tu sais, lui, il se demandait, quand je vais faire le tour du Québec, est-ce que le monde va vraiment s'intéresser à un groupe qui parle de la réalité de Rouyn-Noranda? Mais qui dit, en fait, partout au Québec, les gens vont venir faire des témoignages sur des industries polluantes dans leur patelin, tu sais. Donc, puis les gens viennent. Les gens sont... c'est une réalité qui s'exporte, comme je pense qu'on peut s'identifier, même si on ne vit pas dans... On vit pas exactement ce que... C'est qu'en fait, c'est partout dans le monde aussi. Puis le Québec a une politique au niveau des ressources naturelles, puis ce genre de compagnie-là qui est extrêmement, je vais dire en guillemets, tiers-mondiste, là, c'est que on leur donne des avantages pour qu'ils viennent ici, et puis ils payent les minerais, il y a très peu de redevances, puis en échange, il y a quelques jobs payantes. Mais c'est ce que Glencore fait avec la fonderie, ils le font ailleurs en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays. Là, Glencore, c'est vraiment tentaculaire. Ben, ça peut aussi passer ce message-là que c'est pas juste à Rouyn, c'est pas juste la fonderie. Oui, mais c'est universel. Puis en plus, c'est aussi comment les pouvoirs politiques sont inféodés à ces intérêts économiques gigantesques. Le gouvernement de la CAQ, ils disent, on a donné des cibles à atteindre qui sont encore bien au-dessus des normes québécoises, des cibles à atteindre pour les prochaines années. Mais en fait, qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas juste changer la méthode de mesurer, qu'ils ont tant à atteindre par jour, mais qu'ils vont le mesurer autrement. Des fois, on se dit, est-ce qu'ils en... je sais pas, moi... Est-ce qu'ils en rejettent plus la nuit quand le monde dorme, quand on voit pas les fumées de toutes les couleurs? Quoi? Ding, minuit 01. Oui, c'est ça, l'horloge. C'est quoi l'horloge de fin du monde? Wow, eh bien, cette note est extrêmement déprimante. C'est pas l'intention, en fait. Moi, j'aimais bien ce que le groupe amenait, justement, pas juste de la résilience de « Ah, j'ai eu le cancer, j'ai survécu », mais plutôt comme, tu sais, je sais pas, il me reste qu'une seule jambe, mais allons au combat. C'est un peu ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment inspirant. Mais merci. Un beau mot de la fin. Merci, Gilles, d'avoir été là. Puis merci à vous ton d'avoir micro-mag été. est disponible en ligne sur urbania.ca. Je te laisse ton fauteuil. Ah ben, je vais rester ici, mais tu peux quand même quitter ici le moment où on kick out nos invités. Merci. Et là, c'est le moment du contenu enregistré, Malia. Que je suis excitée de te présenter le mien cette semaine. Dis-nous tout. Dis-moi tout. C'est le créateur de contenu Zozo Duval, que tu connais peut-être, le québécois, qui parodie les vidéos de chirurgiens. On parlait d'Instagram Face tantôt, qu'on voit souvent passer sur TikTok. Ouais. On écoute. Patiente défigurée, qu'on pourrait dire. Déjà, son nez en partant, 2 sur 10. Énorme, il est là en plein milieu de sa face. J'avais envie de péter, mais je sais qu'elle va le sentir, tu sais. Ça, ici, la peau, on appelle ça un coup de coque. Bref, et ça continue ici, mais c'est l'idée que genre, on va souvent avec des patientes très passives là, qui sont juste assis là, puis le chirurgien est en train de dire, c'est ça. Ces pommettes sont terribles, c'est tellement horrible. Ma petite vidéo, moi, c'est de la thérapie DIY, où en ce moment, il y a plein de psychologues qui font tomber des objets par terre et qui testent un peu la réactivité en fait, des personnes qui regardent. Donc tu vois, en fait, elle préface, elle dit cet objet va tomber par terre, il va se briser, et ensuite analyser ce que ça a. Comment vous vous sentez. C'est ça, comment vous vous sentez par rapport à ça. Okay. Et vous allez vous sentir mal, spoiler. Actually knock over this bottle and it's gonna break on the floor. Ready? Notice how no one is yelling, no one is calling me a name or telling me I'm an idiot, no one is panicking or telling me what I've ruined, and no one is belittling me for making a simple mistake. What was that like? Oh, was that like... moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse énormément. J'ai comme une réaction de stress. Ce qui nous montre qu'on a encore beaucoup de thérapie à faire. Ah, the body keeps the score, là, c'est ça.
Hey, c'était ça pour aujourd'hui. Merci Malia et Jules d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Malia. On te retrouve avec Flo la semaine prochaine. Bye. Bye.